Donc merci de nous avoir invités. Si je ne parle pas assez fort ou trop fort, vous n'hésitez pas à me le dire. Et vous n'hésitez pas à intervenir pendant la conférence si quelque chose n'est pas clair, si j'articule pas ou si je vais trop vite. Nathalie, ça sera parfait. Idem. Donc, c'est plus la peine de se présenter. Moi, je suis le hockeyeur. Elle, c'est la danseuse. Mais on ne va pas vous parler de hockey. Ni de danse. Ni de danse. Donc, ce dont on va vous parler, c'est ce que l'œil dit au cerveau. Et en fait, on va vous parler en particulier des mouvements oculaires, c'est-à-dire du fait que nos yeux bougent. On va essayer de vous expliquer pourquoi on a besoin d'avoir ce type de mouvement. Quelles sont les conséquences de ces mouvements-là? Est-ce qu'on peut les prédire? Et finalement, est-ce que ça peut avoir une application un petit peu plus pratique que simplement des lubies de chercheurs? Concrètement, on finira par vous montrer qu'on se sert en fait de l'étude des mouvements oculaires, de la mesure des mouvements oculaires, en collaboration avec des médecins, pour essayer de prédire ou d'aider au diagnostic chez des gens qui souffrent de troubles de l'humeur, mais c'est aussi utilisé chez des gens qui souffrent de troubles de l'attention ou d'autres pathologies psychiatriques comme la schizophrénie par exemple. Donc moi je suis Alain Chauvin, je travaille dans un laboratoire de psychologie et neurocognition à Grenoble Université maintenant, puisque nos universités ont fusionné. Et Nathalie. Et puis donc moi c'est Nathalie Guyadère et je travaille au GIPSA-Lab. Donc par contre c'est un laboratoire donc, de sciences de l'ingénieur, traitement du signal, traitement des images. Alors, si je vous demande de regarder cette image et de me dire ce que vous voyez à l'écran, ce n'est pas une expérience très compliquée. Pour tout le monde, c'est une plage. En fait, l'idée qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est que regarder, ça veut dire explorer une image. C'est-à-dire que lorsque je vous ai présenté cette image, en fait, il y a deux régions qui sont particulièrement importantes dans cette image. C'est le bateau en haut à gauche et les personnages en haut à droite. Et pour la plupart d'entre vous, ce sont à peu près les deux seules régions que vous avez regardées dans cette image. Et en fait, quand on regarde, quand on observe, on explore. C'est-à-dire que nos yeux vont se porter sur différentes régions d'une image. Et ce que je vais vous exposer maintenant, c'est pourquoi on a besoin de faire ces mouvements oculaires. Alors, la première chose, c'est que vous, comme moi, nous avons une expérience du monde visuel qui est celle d'un monde qui est complètement net. C'est-à-dire que même quand vous regardez le titre de ma diapositive, je ne vous apparais pas flou, mais complètement net. Je vous apparais stable, c'est-à-dire que je ne bouge pas. Continu, il n'y a pas de trou dans votre environnement. Il y a une continuité dans ce que vous regardez, et tout vous paraît en couleur. C'est-à-dire que même si vous regardez le haut-parleur qui se situe à gauche pour vous, les rideaux complètement à droite sont toujours en couleur. D'accord ? Vous avez une expérience du monde qui est stable, continue, en couleur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire des petites expériences pour vous montrer que cette expérience du monde ne reflète pas en fait la réalité du monde qui est perçu par la rétine et qui va être transmis par la rétine. Alors la première expérience qu'on va vous faire, que je vais vous faire faire, c'est une expérience qui vous montre que le monde n'est pas continu et qu'en fait il existe des discontinuités. En particulier, vous avez un trou au milieu de la rétine. La rétine, tout le monde sait ce que c'est l'organe récepteur qui permet de capter la lumière et de la transformer en un signal qui va être interprétable par le cerveau. Alors, pour la première expérience, c'est assez simple. Vous allez voir une croix de fixation qui va apparaître ici, donc une petite croix, et de l'autre côté, vous aurez une croix avec un rond. Ce que je vous demande de faire, c'est de fixer avec votre œil gauche la croix qui est là, de fermer votre œil droit, ou de le masquer. Et normalement, si la distance est bonne, ce qui n'est forcément pas le cas pour tout le monde, et surtout si vous ne bougez pas votre œil, c'est important de ne strictement pas bouger votre œil de la croix qui est à droite pour vous. Au bout d'un moment, il doit se passer quelque chose sur le rond. Alors c'est très important de ne pas bouger l'œil. Donc vous fermez l'œil gauche, mettez la main dessus, c'est plus simple. Fermez l'œil droit. Fermez l'œil droit, fermez l'œil droit. Je suis inversé, chaque fois je me Et avec trompe. votre œil gauche, vous fixez la croix qui est ici.
surtout vous ne bougez pas votre œil. Essayez de le garder le plus fixé possible et vous me dites ce qui se passe au niveau du rond sur la croix. Est-ce que vous percevez quelque chose de particulier? Le rond disparaît. Est-ce que ça marche pour la plupart d'entre vous? Si ça ne marche pas, il y a peut-être un problème de distance et autrement, il faut bien fixer son œil. Donc effectivement, ce rond disparaît. Alors, normalement, on a des conditions optimales, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 15 degrés d'angle entre les deux croix et que cette croix-là fasse à peu près 5 degrés. C'est-à-dire qu'il faudrait le dessiner sur une feuille et à bout de bras, c'est là où ça marche le mieux. Alors pourquoi est-ce que le rond disparaît? Donc normalement, le rond disparaît et la croix va se compléter. D'accord? C'est un peu l'expérience que l'on observe. Pourquoi ça disparaît? Parce que notre œil est fait de telle manière qu'il a un trou au milieu de la rétine. Donc ce que vous voyez sur la gauche, c'est une coupe de l'œil avec le cristallin, la cornée, qui sont des structures transparentes par lesquelles la lumière va pénétrer, la chambre interne, et ensuite vous avez en rouge une surface qui est une membrane, qui est la rétine, qui est la membrane qui contient les photorécepteurs, donc les cellules qui vont transformer la lumière en une information interprétable par le cerveau. Et ce que vous voyez, c'est qu'au milieu de l'œil, il y a une région qu'on appelle le nerf optique. En fait, le nerf optique, c'est les axones, donc le prolongement des cellules qui sortent de la rétine et qui vont se connecter au cerveau. L'œil est mal fait, c'est-à-dire qu'on a d'abord les axones, c'est-à-dire d'abord le nerf optique qui sort et les photorécepteurs qui sont plus loin. C'est-à-dire qu'on a différentes couches et la dernière couche de la rétine, c'est les photorécepteurs. Ce qui fait que le nerf optique doit bien sortir de l'œil. Et il sort de l'œil à un endroit qui s'appelle le disque optique, c'est ce que vous voyez sur le rond à gauche, ou le nerf optique. À cet endroit-là, il y a également des veines qui sortent. Ce qui fait que c'est une région dans laquelle on a des axones, des vaisseaux sanguins, et donc on n'a pas de photorécepteurs. Dans cette région de l'œil, en fait, nous sommes insensibles à cette région-là. On n'en fait pas l'expérience dans la vie de tous les jours, parce qu'on a deux yeux. Et les trous ne se situent pas au même endroit dans notre champ visuel, dans l'environnement que l'on peut voir. Donc les deux informations se compensent. En plus, il y a des mécanismes psychologiques ou physiologiques qui entrent en jeu, qui font que la nature n'aime pas le vide, donc on va compléter le vide. Et ici, ce qui s'est passé, c'est que vous avez complété le vide avec les bouts de la croix. D'accord? Vous avez créé un objet qui n'existe pas. Donc, on a une expérience du monde visuel qui est continue, nette, stable, en couleur. Et en fait, il existe une tache aveugle. Donc on a un trou. Donc il y a déjà une première chose qui est en contradiction avec notre expérience de notre environnement. Alors je vais vous faire une deuxième expérience pour montrer que notre environnement visuel n'est pas du tout net ni stable. Donc pour ça, j'aurais besoin d'un volontaire pour passer sous notre machine de torture. Donc il me faudrait quelqu'un qui ait deux yeux et si possible pas maquillé. Et sans lunettes. Ah, vous êtes deux. Ok. Donc, moi, je vais m'occuper de notre cobaye. Et Nathalie va vous expliquer, en fait, ce que je vais faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer, avec cet appareil, la position de l'œil, votre nom, s'il vous plaît, d'Alexandre, pendant que je vais lui présenter un texte et différentes choses. Donc là, ce que je vais faire, c'est poser le casque et régler l'appareil pour faire la mesure. Nathalie va vous expliquer en même temps ce que je fais. D'accord, donc l'appareil qu'il utilise, ça s'appelle un occulomètre. Vous arrivez à lire ici? Non. Et avec les lunettes, ça va me gêner. Ouais. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de bruit ici avec les rétroprojecteurs, et comme c'est des caméras infrarouges, je préférais pas avoir de lunettes, et puis je vous demandais de lire un texte. C'est écrit en plus gros. Hein. Il fallait lire il y a 10 ans.
Ah, Non, attendez, ça ira. je vais vous Tout à montrer l'heure, Il y a l'image. une expérience qui ne marche pas, mais l'autre, ça va. Voilà, est-ce que là, vous arrivez Donc- à lire? Non. Alors, il faut quelqu'un qui ait une vue plutôt bonne. Ou autrement, j'ai un petit garçon. Moi, je suis sûr d'avoir toutes les... Je m'excuse. Enfin, un grand garçon. Jeune homme. Très bien. Le micro est trop faible? Pardon. C'est quoi votre nom? Je vais parler plus fort alors. Enchanté, Alan. Alors, Donc là, ce que Alan va faire, c'est qu'il va placer un casque bah, j'explique tout. donc, sur la tête du participant, de l'observateur. Théo. Ce casque, c'est ce qu'on appelle donc le casque de l'oculomètre en fait. C'est à partir de ce casque qu'on va réussir à suivre les mouvements des yeux donc, de l'observateur. Je vous montre une image. Bon, on voit tout de suite la personne. Donc, vous avez ce casque-là qui est placé sur sa tête. Et sur ce casque, donc ici, c'est une marque particulière, mais la majorité des oculomètres fonctionnent de la même manière, d'accord? Vous avez 3 caméras qui fonctionnent sur ce casque. On a la première caméra qui est située au niveau du front, sur la barre. Cette première caméra permet, en fait, de capter 4 capteurs qui se situent ici sur les 4 coins de l'écran sur lesquels seront présentées les images. Et donc, ces 4 capteurs, plus la caméra, permettent d'avoir une idée de l'orientation de la tête de l'observateur et donc de compenser d'éventuels mouvements de sa tête. Ensuite, il y a deux caméras, une caméra devant chaque œil, et chaque caméra permet évidemment d'avoir une image de chacun des yeux de l'observateur. Et là, Alan, ce qu'il fait, c'est qu'il va régler les 2 caméras pour avoir des images nettes des 2 yeux. Donc, je ne sais pas si on aura ici une image des 2 yeux. Tu peux montrer? Comment je passe là-dessus? C'est bon. Je ne sais pas si vous voyez ici. Ça va venir. Je fais caméra setup. Attends, non, je n'ai pas lancé encore. Il va essayer donc ici d'avoir... Il va régler les caméras pour avoir les 2 images les plus nettes possibles, donc des 2 yeux. On va vous montrer donc... Voilà. Donc on a ici les images. Et vous voyez qu'il y a une tache bleue qui apparaît. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a les images des 2 yeux, il y a une partie de traitement d'image qui se passe par la suite, qui permet de segmenter la région la plus sombre de l'image. Et la région la plus sombre de l'image, c'est la pupille. D'accord? C'est le cercle noir que vous avez, que tout le monde a au niveau des yeux. C'est pour ça qu'Alan, en préalable, il a demandé une personne non maquillée. Puisque les personnes qui mettent du mascara, à ce moment-là, l'image aurait été segmentée. On aurait eu la pupille, mais on aurait également eu le contour des cils dû au mascara noir. D'accord? Donc, à partir de ces zones segmentées, de ces zones bleues, on va pouvoir, ce qu'on appelle, calibrer notre appareil, notre oculomètre. En quoi consiste la calibration? La calibration va être relativement simple. On va demander à l'observateur de suivre un point sur l'écran. D'accord? Donc, Alan va présenter un point sur l'écran et le point va changer de position et va permettre, on va dire, d'échantillonner tout l'écran de visualisation. Il va y avoir un point qui va apparaître à chacun des coins de l'écran, au centre de l'écran, sur 9 positions spatiales différentes. L'appareil enregistre la déformation de la pupille, la déformation de la zone bleue sur chacun de ces 9 points. Et ensuite, par des méthodes d'interpolation, on arrive à dire l'œil, vu sa forme, regarde à tel et tel endroit. D'accord? Donc, quelque chose d'important, c'est qu'une fois que la calibration est réalisée, il faut essayer de bouger le moins possible. D'accord? Pour avoir une précision de la position du regard la meilleure possible. Donc là, ce que vous avez vu, j'ai isolé la pupille de l'œil, si on peut revoir mon écran. D'accord? Donc j'ai isolé la pupille de l'œil, ce qui fait que là, on a la mesure de la position de la pupille dans son œil. Maintenant, ce que j'ai besoin de savoir, c'est où il regarde, ce que vous a dit Nathalie. Donc on va faire la phase de calibration qui va mettre les deux en correspondance. Donc tu vas avoir un point qui apparaît et tu vas le suivre et tu attends bien qu'il ait disparu. OK? Il n'y aura pas de piqûre, c'est promis.
Donc là, comme je vous ai dit, le point, il va bouger sur les 9 positions. C'est une calibration qu'on a choisie, il y en a différentes. Super. Et là, ça nous dit que la calibration a marché. Effectivement, l'observateur a bien suivi les positions sans anticiper le mouvement. Donc pour chacune des positions du point, on a mesuré la pupille, l'appareil mesure la pupille, la déformation, etc. Et maintenant, on va être capable de prédire là où il va regarder. Tu sais lire? Donc dans l'expérience qui suit, il va y avoir un texte qui va apparaître et on va lui demander de lire le texte qui apparaît. D'accord. C'est pas un texte trop dur. Donc si on pouvait montrer l'écran, non, l'autre écran. Donc ce qu'on va lui demander de faire, en fait, bon, s'il entend, ça sera un peu moins marrant, mais on va lui demander de lire un texte qui va apparaître à l'écran. Et comme vous le savez, grâce à notre appareil, on est capable de savoir exactement où il regarde. Et au fur et à mesure que ses yeux vont bouger, donc pour lire le texte, ce qu'on fait, c'est qu'on modifie tout ce qu'il y a autour. Donc lui, il n'en est pas conscient, c'est-à-dire qu'il est capable de suivre et de lire le texte, mais vous, comme vous n'êtes pas à sa place et que vous ne bougez pas vos yeux à la même vitesse que ses yeux et que vous ne savez pas exactement où il va regarder, vous êtes incapable de lire le texte, en fait. D'accord? Puisque vous voyez sans cesse les mouvements. Ou alors, il y a une autre expérience où, en fait, vous arrivez à lire le texte, et à l'inverse, on va modifier là où il regarde, et on lui présente que des X, donc lui, il est incapable de lire le texte, alors que vous arrivez à lire le texte. Lui, il est incapable de le lire, puisqu'à chaque fois qu'il va bouger les yeux, on va modifier le texte à l'endroit où ses yeux se portent. Donc, c'était un petit peu l'expérience qu'on voulait vous montrer. Je suis désolée. C'est bon. Ok. On va pouvoir, désolée. On va pouvoir essayer, je vais devoir refaire la calibration et tout. Mais normalement, ça va aller vite. Donc, je te laisse dire en même temps, là, maintenant. Ouais. Ok, ça va marcher. Donc, normalement, là, les images, comme l'observateur n'a pas beaucoup bougé, il n'y a pas besoin de régler les images. On refait la calibration. Donc là, ils sont en train de refaire la calibration. Il va resuivre les 9 points. La calibration est bonne. On va pouvoir démarrer l'expérience. Ok, donc j'en étais à la lecture. Donc voilà, il faut que tu lises le texte. Alors? Il faut lire le texte à voix haute. Donc, vous avez vu, ce n'était pas possible de lire le texte pour vous. Par contre, vous est-ce que vous avez reconnu le texte? Normalement, c'est le texte qu'on vous a lu au début. D'accord? Donc, ce n'est pas de sa faute. Hein. Tu fixes le point au milieu. Sans rigoler, c'est bon? Donc là, on vous montre d'autres exemples, en fait. Donc là, avec le carré, oui. Le carré symbolise en fait le mouvement de ses yeux. Et donc, à chaque fois qu'il va bouger les yeux, le carré va se déplacer à l'endroit exact où il regarde. On pourra peut-être après relancer l'expérience depuis le début. Et là, bon, c'est une autre version où en fait, il regarde et on voit donc le carré blanc symbolise l'endroit où il regarde. Donc là, évidemment, il peut lire que la fin. Mais on va relancer l'expérience pour que vous voyez, puisque c'est surtout la première qui est intéressante. Donc si on demande au sujet de lire le texte, eh bien évidemment... Donc là, on a la condition contraire. Là, tu devrais pouvoir le lire. Si je suis dans une pièce sombre. Voilà. Donc là, vous avez eu la condition contraire, où vous n'avez rien pu lire. Par contre, lui a pu réussir à lire. C'est-à-dire qu'on a fait afficher, regarde le milieu, le point du milieu. Tu es dessus? Encore? Ok, donc là, normalement, il ne devrait pas pouvoir lire. Tu arrives à lire? Si je suis dans une pièce sombre avec une tache. Le truc s'est décalé. Regarde le point du milieu. On a fait un petit peu court pour dire que c'était du texte. Excusez-moi. Oui. D'accord. Là, non, on va les refaire. Relancer la première pour bien comprendre. Ok. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que... On recommence, c'est bon? Comme on sait où il regarde, on va lui demander de lire un texte. Et normalement, vous allez être capable donc de lire le texte, sauf que nous, là où il va regarder, on va modifier le texte de sorte que ça ne veuille plus rien dire. On met des X. Donc lui, évidemment, à chaque fois qu'il regarde un mot, ça se transforme en X. Donc lui, il est incapable de lire quoi que ce soit, puisqu'à l'endroit où il regarde, alors que vous, qui voyez tout l'écran, vous êtes capable de lire,
puisqu'on n'est pas en train de regarder. Tout ça, c'est pour vous expliquer qu'en fait, on a une perception du monde qui est floue et qui n'est pas nette, et que notre perception du monde, elle est nette uniquement sur une toute petite partie de notre champ visuel, et qu'on n'en a pas forcément conscience. Et là, on montre un exemple avec la tâche de lecture. Je laisse refaire. Donc, on va refaire la première expérience. Donc, il va devoir lire un texte qui va être affiché. Ici, ce que vous allez voir le texte dans son intégralité, tandis que lui, on va mettre un carré sur là où il regarde. Donc, on va faire afficher là où il regarde, non pas les mots, mais des X. Donc, normalement, il ne peut pas lire le texte, puisque chaque fois que là où il regarde un mot, il va lire des X. D'accord ? Et ce qu'on veut essayer de vous montrer ici, c'est que malgré la taille du carré, qui est finalement toute petite sur l'entièreté de l'écran, d'accord ? Ben, ça nous empêche complètement de lire. C'est-à-dire que dans un monde qui nous paraît stable, continu, en couleur pleinement résolue, si on change une toute petite portion en surface par rapport à l'environnement, ça change complètement notre vision du monde. Et en particulier ici, ça l'empêche de lire. Alors, vous pouvez me remettre l'écran là-haut, s'il vous plaît ? Voilà, donc là, si je demande de lire, normalement, ça devrait être difficile. Voilà, regarde en bas. D'accord ? Chaque fois qu'il regarde à un endroit... Pour lui, c'est impossible de lire, puisqu'à chaque fois qu'il va regarder à un endroit, il y a des X qui apparaissent. C'est bon, on regarde le point du milieu. Encore le point du milieu. Voilà. Donc là, cette fois-ci, on fait mettre un carré à sa place. Donc c'est pareil, là, il ne peut pas lire des X. Bon, il n'y a que des X. Et regarde le point du milieu. C'est bon ? Non, là, lui, il voit ce que vous voyez. Là, il voit toujours les X. Hein. Là, c'était plus pour montrer exactement où il regarde. Et en fait, la fenêtre se déplace en fonction de ce qu'il regarde. Pardon. Tu regardes bien le point du milieu, c'est bon ? Ça bouge beaucoup. Hein. Ça bouge énormément, encore le point du milieu. On doit dire que l'appareil, il est assez sensible et on n'est pas du tout dans des conditions expérimentales. Pardon. Voilà. Et donc là, c'est la condition inverse, où chaque fois qu'il regarde un mot, le mot se révèle. Donc là, il peut lire, alors que vous êtes incapable de lire le texte. Donc lui, il serait capable de lire de manière fluide, alors que vous êtes incapable de lire. D'accord ? Le point du milieu. Donc, mais ici, c'est un petit peu biaisé parce qu'effectivement, normalement, on est dans un environnement relativement contrôlé avec une luminosité ambiante constante, etc. Voilà. Sur la dernière condition, il était incapable de lire le texte. Et ici, lui, il peut le lire normalement à peu près sans problème. D'accord ? Donc, c'est toutes des conditions qui font qu'on va juste modifier ce qu'il regarde et que si on lui révèle qu'une toute petite portion, il arrive à lire. Et par contre, si on lui masque la plus grande portion du champ visuel, ça ne le gêne pas du tout. Donc, par exemple, c'est le contraire. Si on lui masque une toute petite portion du champ visuel, il est incapable de lire, alors que si on lui masque l'ensemble du champ visuel, sauf une petite portion au centre, ça ne le gêne absolument pas. Et on va voir maintenant, comme on l'a vu tout à l'heure pour la tâche aveugle, on va voir maintenant d'où ça vient. Pour comprendre donc ce qui se passe, pour comprendre ce phénomène, on va revenir encore donc à l'image de notre œil et surtout à ce qui se passe au fond de l'œil, c'est-à-dire à ce qui se passe au niveau de la rétine. Eh bien, si on regarde ce qui se passe au niveau de la rétine, on a une zone remarquable au niveau de la rétine. C'est la zone qu'on appelle donc la fovea. La fovea, c'est la zone que nous venons d'entourer. Et sur cette zone, il y a un maximum de photorécepteurs. Cette zone correspond également à là où vous allez regarder. Si par exemple, je regarde le monsieur en face, eh bien, l'image du monsieur va se projeter sur ma rétine au niveau de la fovea. Et toute la périphérie va se projeter sur la périphérie de la fovea. Or, on vient de voir que c'était au niveau donc de la fovea qu'on a un maximum de photorécepteurs. Alors ici, vous avez un schéma au niveau de la physiologie de la rétine. On fait une coupe de la rétine et on regarde la densité de photorécepteurs par rapport à l'éloignement, par rapport donc à cette zone, au fovea, au centre de la rétine. Et on remarque qu'on a un maximum de photorécepteurs qu'on appelle ici les photorécepteurs les cônes, et que par contre ces photorécepteurs, leur densité va décroître fortement plus on va s'éloigner
de la fovea. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous regardez une région, cette région va vous apparaître nette et tout le reste va être flou puisqu'elle sera moins échantillonnée, puisqu'il y aura moins de photorécepteurs pour percevoir la périphérie. D'accord? Donc, de par cette répartition, cette densité des photorécepteurs, on peut comprendre donc le phénomène qu'on a vu, le phénomène de lecture. C'est également illustré ici, où vous avez donc la distribution, donc la densité de photorécepteurs par rapport donc, à l'excentricité, donc 0 ici, c'est la fovea. Plus on s'éloigne de la fovea, moins on a de photorécepteurs, d'accord? Et on voit ici le trou qui correspond, vous vous rappelez à ce qu'on a vu tout à l'heure, la tache aveugle ou le départ du nerf optique. Et ça correspond à votre acuité, c'est-à-dire que on a l'acuité qui est On a l'acuité qui est maximale au centre, donc le 0 correspond au centre de la fovea, à la position de votre regard, d'accord? Et dès que vous mettez un objet, non pas au centre, mais un tout petit peu à côté, donc je sais pas, 5 degrés, donc 5 degrés, 1 degré, ça fait la taille de votre ongle du pouce à bout de bras. Donc 5 degrés, vous voyez, pour moi, c'est ici. 5 degrés, déjà, vous avez perdu la moitié de votre acuité. C'est-à-dire que vous voyez flou. Si vous voyez un petit peu flou, parce que vous portez des lunettes, vous voyez 2 fois plus flou à 5 degrés. Et on peut simuler, donc on a des modèles mathématiques ensuite, pour simuler ce qu'on voit réellement, puisqu'on a tous compris qu'effectivement on n'est pas conscient de l'image que notre rétine envoie au cerveau. D'accord? Donc si jamais on fait la simulation, si vous regardez ces planches qui permettent de mesurer l'acuité visuelle, tout le monde connaît bien donc ces planches. Imaginons que votre point, ce qu'on appelle le point de fixation, donc vous regardez au niveau de la croix, d'accord? Ça c'est l'endroit où votre regard se porte. Cet endroit va se projeter sur la fovea. C'est donc là où vous aurez une acuité visuelle maximum. Donc vous allez voir les choses de manière nette sur cette petite portion. Et plus vous allez vous éloigner, plus on va s'éloigner de ce centre de fixation, plus on va voir les choses de manière floue. D'accord? Donc le schéma qu'on voyait, l'illustration. Il y a également, donc ça c'était une simulation statique, on a également une simulation dynamique. Je vous rappelle qu'au départ, donc Alan vous a présenté une image de plage avec 2 objets d'intérêt, il vous a dit qu'effectivement, regarder le monde, c'était avant tout l'explorer. Donc on va vous montrer une simulation dynamique de quelle est l'image en fait qui se projette sur la rétine. Donc je laisse Alan expliquer la démonstration. Donc ici, vous imaginez qu'on a mesuré ce que quelqu'un regardait sur cette image-là. D'accord? Donc il regarde à différents endroits, son œil va se poser sur différentes régions. Maintenant, on va faire une simulation. Je vais le remontrer une deuxième fois. La simulation, c'est, on a le trou noir que vous voyez qui correspond au disque optique, au trou dans l'œil, au nerf optique, et vous voyez que vous avez net seulement au centre de l'écran et tout le reste devient flou. Et encore plus en périphérie, on perd la couleur. Donc quand on explore, en fait, on va regarder de manière nette qu'une région de l'image. Et là, vous avez la simulation qui est en temps réel, c'est-à-dire que nous faisons des mouvements oculaires 3 à 4 fois par seconde. Je vais vous le remontrer une seconde fois. Donc ça, c'est une simulation. Hein. Donc en fait, ce petit film, en fait, c'est pour simuler ce que la rétine, l'image de la rétine, en fait, le monde vu par la rétine et qui est envoyé au cerveau. Le signal tel qu'il est envoyé au cerveau. Évidemment, après, il y a un gros travail de reconstruction parce qu'on n'est pas du tout conscient de percevoir ce genre de stimuli. Est-ce que vous avez besoin que je réexplique les différentes phases? Oui. Donc, d'abord, ce qu'on va vous présenter, c'est une simulation. C'est un film qui a été réalisé par Laurent Ity, qui a fait sa thèse à Paris et qui est maintenant en Californie. Je ne me rappelle plus du nom de son école ici. Télécom, France Télécom, enfin Télécom Paris. Donc ce qu'il a fait ici, c'est qu'il d'abord il a présenté une image à un sujet et il a modélisé ou il a mesuré avec des mouvements oculaires quelles sont les régions qui sont intéressantes. Donc l'image c'était la nageuse au fond de l'eau. Donc c'est d'abord vous allez voir en fait un petit point jaune entouré d'un cercle jaune qui correspond aux différentes régions qui ont été regardées. D'accord? Comme tout à l'heure, le jeune homme regardait différents mots sur le texte. Donc là, ça va simuler la manière dont on regarde le monde, dont on l'explore. Ensuite, ce qu'il va faire dans un deuxième temps, il va simuler la physiologie de la rétine, c'est-à-dire quel traitement fait la rétine sur cette image-là. Donc le trou qui est lié au nerf optique, le fait qu'on ait une bonne acuité uniquement au centre et qu'ensuite ça devient complètement flou, et enfin,
on ne le voit pas très bien sur cette image-là, mais il y a une perte de couleur. C'est-à-dire qu'en périphérie, on ne voit uniquement qu'en noir et blanc. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de cônes. Les cônes servent à la vision des couleurs. Et en périphérie, on n'a que des bâtonnets qui ne permettent pas la vision des couleurs. Donc, dans un premier temps, les différents points qui sont sélectionnés. Dans un deuxième temps, ce qui se passe au niveau de l'œil, c'est-à-dire ce qui est transmis au niveau de la rétine, à une vitesse relativement faible. Et dans un troisième temps, simuler comme ça se passe dans la vie réelle, c'est-à-dire avec 3 à 4 fixations par seconde. Je vous le mets et j'arrête de parler. Donc les points d'intérêt. La résolution variable, le trou dans la rétine, un peu de perte de couleur, les couleurs s'atténuent en périphérie. Donc là, c'est la manière, c'est l'information qui est transmise par l'œil au cerveau. Et ensuite, on va voir ça, ce qu'on peut dire en temps réel. Donc là, ça va encore très doucement. Et maintenant, en temps réel. D'accord ? Ok, donc vous voyez bien loin, on est bien loin en fait d'un monde qui est complètement stable, en couleur, continu. Le monde rétinien est complètement différent du monde perçu. D'accord ? C'est la vision d'un seul œil. Mais c'est la même chose qui est transmise par les deux yeux. La seule différence, c'est que les informations sont un petit peu décalées. D'accord ? Maintenant, tout le monde connaît ça avec la 3D. J'y vais, tu vas ? Vas-y. Donc, pour synthétiser, l'information qui part de l'œil, c'est on a une vision centrale où l'acuité est maximum, qui permet la vision des couleurs. Par contre, qui a besoin de beaucoup de lumière, c'est-à-dire qui ne permet pas de percevoir quand la lumière est très basse. C'est-à-dire que la nuit, la plupart des choses que vous voyez, ce n'est pas avec votre vision centrale. D'accord ? D'où le proverbe, la nuit, tous les chats sont gris. On n'a plus la vision des couleurs, plus la vision centrale. Donc, on a une perte de la vision chromatique la nuit. Ensuite, on a une vision, ce qu'on appelle vision périphérique, qui est sensible à des différences de lumière, des faibles luminosités, qui va être sensible à des mouvements très rapides, et qui a une vision qui est achromatique. Donc, la conséquence, c'est, donc, premièrement, le monde perçu est complètement différent du monde rétinien, qui est complètement différent du monde réel. Et la conséquence qui va nous intéresser, c'est que pour avoir accès à l'ensemble des informations qui existent dans l'environnement, donc les couleurs, le détail, le mouvement, il va falloir que je porte mon regard sur différentes régions. D'accord ? Si je veux percevoir chaque objet en couleur, il faut que je porte mon regard, donc je porte ma fovea sur chacune des régions des objets qui vont m'intéresser. Donc je vais devoir faire des mouvements oculaires. Juste une petite remarque, peut-être qu'effectivement, là, pour la couleur, on ne l'a pas bien illustré, mais chez vous, vous pourrez très simplement faire l'expérience. Vous demandez à quelqu'un de vous regarder droit dans les yeux, vous lui présentez des crayons de couleur dans sa vision périphérique. Évidemment, il faut qu'il continue à vous regarder droit dans les yeux, et il sera incapable de vous donner la couleur des crayons que vous aurez présentés dans son champ périphérique. Ça, c'est vraiment pour illustrer qu'effectivement, en vision périphérique, on a la perte de la vision colorée, on a la perte des couleurs. Donc, regarder, c'est explorer pour placer les objets importants dans l'axe du regard et les projeter sur la fovea. Je te prends ça. D'où la première question. La question, c'est pourquoi ? Je vous dis que pour regarder, c'est explorer. Donc, explorer, ça veut dire bouger mon œil. Et pourquoi, lorsque je bouge mon œil, je n'ai pas du tout conscience que l'ensemble du champ visuel bouge ? D'accord ? Parce que finalement, on a résolu le problème de la faible acuité de la couleur, mais on en a créé un deuxième. C'est-à-dire que lorsque je déplace mon œil, lorsque je regarde d'un point à l'autre, forcément, toute l'image qui est sur la rétine va entièrement se déplacer. Donc tout le monde visuel, tout le monde rétinien se déplace et change continuellement. Si vous faites l'expérience avec une caméra, vous prenez une caméra, vous la déplacez,
toute l'image qui est prise, forcément, se déplace. Et en plus, si vous la déplacez suffisamment vite, tout va être flou. C'est le même phénomène qui arrive sur l'œil. C'est-à-dire, lorsque chaque fois que vous faites un déplacement oculaire, le monde se déplace et il devient entièrement flou, au niveau de la rétine. Pourtant, jamais on a l'expérience d'un monde qui saute sans cesse, ni d'un monde qui devient flou.